Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sens Public. C'est une édition spéciale que l'on vous propose à 3 jours du premier tour des élections législatives avec un premier débat d'experts pour commenter ces dernières heures de campagne. Les sondages qui donnent toujours le parti lepéniste vainqueur. La présidente socialiste de la région Occitanie pointe la responsabilité d'Emmanuel Macron. Dans les campagnes, il y a ce sentiment d'abandon qui est très fort, d'être loin de tout. C'est-à-dire loin du travail, loin des belles écoles. Et ce pouvoir macroniste est encore plus éloigné que le pouvoir gouvernemental classique. Parce que voilà, il est tout ce que ne sont pas les gens de la campagne. Hein. Est-ce le dégagisme qui motive prioritairement les électeurs? Dans quel état d'esprit sont les Français à quelques heures, quelques jours d'un des scrutins les plus importants de notre histoire? À quoi pourrait ressembler une cohabitation avec le Rassemblement national alors que Marine Le Pen remet déjà en cause le domaine réservé du chef de l'État? On répond dans une minute. Et puis notre second débat, il mettra aux prises 4 sénateurs, Rassemblement national, les Républicains, Nouveau Front populaire et majorité présidentielle. Au menu, la politique économique et fiscale, le soutien à l'Ukraine, mais aussi ce rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui montre une France de moins en moins tolérante et de plus en plus raciste. Mais d'abord, on scrute les derniers rapports de force. Quel sondage, quelle dynamique? C'est Jonathan Dupriez qui répond. J-3, avant des législatives historiques. Au terme d'une campagne éclair de 3 semaines, les électorats des 3 principaux blocs politiques semblent se fixer. La dernière enquête Ipsos avec le Cevipof donne toujours le RN en tête des intentions de vote. 32% des personnes certaines d'aller voter dimanche se disent prêtes à glisser un bulletin pour un candidat d'extrême droite. Les cadres du RN martèlent que le pouvoir est à portée de main. Si nous arrivons aux responsabilités, c'est pour appliquer une politique. C'est pas pour faire semblant, c'est pas pour occuper des places et des strapontins. Juste derrière, la gauche et les écologistes, unis sous la bannière Nouveau Front populaire, entendent contrecarrer le RN. Ils sont donnés à 29% des intentions de vote. Leur bloc a tenu bon malgré des désaccords sur de nombreux sujets, comme le futur Premier ministre a désigné s'ils arrivaient aux affaires. Jean-Luc Mélenchon fait toujours figure d'épouvantail en dehors de LFI. Pardonnez-moi, mais à chaque fois qu'il prend la parole, la gauche, j'ai envie de vous dire, ouverte et écologiste, perd des voix. Oui, mais en fait, il a l'importance que vous lui donnez. C'est-à-dire que j'ai l'impression que beaucoup de gens aiment aussi parler de lui. Vous voyez, on peut décider de parler toute la journée de Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai envie de parler du programme qu'on défend pour la France et pour changer la vie des Français, vraiment, puis des Françaises aussi, qui, comme je viens de le dire, sont 50% de la population. Le camp présidentiel est lui distancé plus de 10 points derrière la gauche, à 19,5% d'intention de vote. Dépositaire du bilan d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal a mené une campagne vantant la rationalité et le sérieux budgétaire de son camp, en plaçant dos à dos le RN et le Nouveau Front populaire. Une position qui ne cesse de diviser les macronistes quant aux consignes de vote à donner en vue du second tour. Vous mettez a priori un signe égal entre un candidat RN et un candidat du Nouveau Front populaire? Bien sûr que non. Et en aucune manière. La preuve, c'est que nous avons retiré des candidats face à des candidats, par exemple, des candidats du Parti socialiste. Donc il n'y a pas de signe égal entre le Nouveau Front populaire et le Rassemblement national. Contrairement à 2022, ces législatives à fort enjeu semblent particulièrement concerner les Français. La participation s'annonce en forte hausse. Selon la dernière projection de l'IFOP, 2/3 des électeurs prévoient d'aller voter dimanche. Le Rassemblement national peut-il encore perdre? On en débat avec Laure Salvin. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes directrice générale des études chez Verian Public France. Jean Garrigue, bonsoir et bienvenue. Historien, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Vous publiez Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble aux éditions Payot. Anne-Charlène Bézina, bonsoir Anne-Charlène. Bienvenue à vous. Vous êtes maître de conférence en droit public et constitutionnaliste. Tam Tranui, bonsoir Tam, éditorialiste politique. Je commence avec ce sondage que vous avez réalisé pour l'Opinion et la Fondation Jean Jaurès, centré sur les émotions que suscite la situation politique. Il en ressort quoi, Laure Salvin? Les émotions, j'ai failli titrer la campagne des passions tristes. C'est un peu ça qui ressort. Effectivement, on est un peu dans une séquence très émotionnelle et on a voulu justement s'intéresser à ce que pouvaient ressentir les Français dans cette période-là. Ce qui ressort, c'est 1, de la fatigue, 2, de la colère,
de la tristesse et de la peur. La honte en un. C'est terrible. Alors sur la situation, leur état d'esprit en général, c'est ça. Quand on leur parle de la situation politique, quand on leur dit de la situation politique, qu'est-ce que vous ressentez à cet égard? La honte arrive en premier, effectivement, et puis ensuite colère et désespoir. C'est vrai que ça dresse un tableau émotionnel extrêmement sombre ou douloureux, en fait. Raphaël Lorca parlait d'un véritable choc psychologique, la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, parlait également, effectivement, d'un séisme émotionnel, et c'est vrai qu'on voit que les Français, ils éprouvent des émotions extrêmement lourdes. La peur, le désespoir, la honte. C'est vrai que... et c'est transversal auprès de l'ensemble de la population, qu'on soit de gauche ou de droite, qu'on soit cadre ou employé. Il y a juste un point quand même de différence au niveau générationnel. Ce sont les jeunes qui quand même expriment davantage de joie, de satisfaction et d'espoir quand même, je dirais. Mais c'est vrai que ces items, surprise, excitation, joie, fierté, c'est vraiment en toute fin de excitation 5%, joie 4%, fierté 3%. Jean Garrigue, il est loin ce temps où les Français rêvaient ensemble. Donc, oui, c'est même la raison pour laquelle j'avais écrit ce livre, pour essayer de réfléchir à ce qui pouvait justement essayer d'inverser la voilure de ce qui est en train de se passer et de ce qui se devinait déjà. Je ne pense pas que la dissolution explique simplement ces items. Accentue, éventuellement. Elle l'a certainement accentué par l'incertitude qu'elle a provoquée, par la surprise et presque pour certains le traumatisme. Mais je pense que fondamentalement, il y a un problème de société qui est derrière ça. Il y a un problème de rupture du pacte de confiance avec les politiques, c'est-à-dire qu'on n'a plus confiance dans ce que les politiques nous proposent. Ça n'a pas commencé avec Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron avait amené un souffle nouveau, c'était un nouveau monde, c'était une révolution. Et l'échec d'Emmanuel Macron, parce qu'on peut parler aujourd'hui d'échec, c'est précisément un facteur de désolation, puisqu'il restait un espoir. Et d'ailleurs, c'est fondamentalement, à mon sens, la raison du vote pour aujourd'hui, en tout cas du favori qu'est Jordan Bardella. Oui. C'est une question d'essayer quelque chose qu'on n'a pas encore essayé, en se disant, là, on est au fond du trou, avec eux, au moins, on aura quelque chose de nouveau. Les désillusions, en général, accompagnent ce genre d'espérance. Anne-Charlotte Bézina, est-ce qu'on peut retrouver un tel climat anxiogène avant un scrutin de la Ve République? Alors, si on remonte très loin, oui, on va peut-être en trouver au moment de la guerre d'Algérie, au moment de la présidence du général de Gaulle, mais plus récemment, c'est difficile. Alors historiquement, moi j'en ai certains auxquels je pense. Je pense évidemment à 58, même le climat même de la création de la Ve République est autour d'une vraie anxiété de la question algérienne. 62, vous en avez parlé. Dans un autre, à front renversé, on pourrait voir 81 aussi, qui a été quand même cette idée de l'avènement de la gauche au pouvoir. On s'est dit, mais est-ce que les institutions tiendront finalement? On avait les communistes qui avaient entré au gouvernement. Et cette mauvaise presse qu'on nous faisait justement même à l'international, avec cette idée que beaucoup de Français allaient peut-être quitter la France. Bon, on a eu quand même des situations un peu anxiogènes. Je dirais qu'une déconnexion démocratique comme ça, on l'a vécu peut-être avec le non au traité européen de 2005, où vraiment on a eu le sentiment de jouer un match les élites contre la population générale. Et aujourd'hui, vous prenez l'essayiste Michel Onfray qui vous dit, bon, au fond, peut-être que c'est une forme de tsunami qui se termine aujourd'hui depuis cette date de 2005. Parce que c'est vrai qu'on a le sentiment qu'une crise de confiance, alors qu'on a pu qualifier d'institutionnelle, démocratique, d'opinion, en tout cas moi je la qualifie de crise de confiance vraiment dans les institutions, eh bien elle est aujourd'hui à son acmé. C'est-à-dire que la parole politique n'imprime plus et on voit bien qu'on a un président de la République qui ne comprend pas d'ailleurs cette déconnexion, qui essaye à nouveau sa parole performative, rassurante, comme le veut d'ailleurs finalement le paternalisme un peu ancien que nous avons du président de la République sous la Ve, mais ça ne fonctionne plus. Il y a une distance très grande entre la politique et les Français aujourd'hui. Autre question posée dans votre étude, dans votre sondage, Laure Salvin, l'hypothèse d'une victoire, soit du Rassemblement national, soit du Nouveau Front populaire. Je vais donner les chiffres. La question, c'est personnellement, diriez-vous que vous auriez tout à gagner ou à perdre si, d'abord, le Rassemblement national venait à rentrer au gouvernement et diriger la France,
Là, c'est relativement équilibré, 36% à perdre, 30% à gagner. Et si on regarde la même question pour le nouveau Front populaire, il y a beaucoup plus de Français qui répondent « j'ai à perdre », 47% à perdre, 17% à gagner. Comment vous l'analysez, Laure Salvin ? La réponse simple, c'est le nouveau Front populaire fait plus peur que le Rassemblement national. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, c'est aussi quand même malgré tout tous perdants en fait. Malgré tout, il y a le sentiment que les Français au final vont pas vraiment y gagner, et que ce soit d'un côté ou de l'autre, ou que d'ailleurs la majorité présidentielle se maintienne, puisqu'on a également posé la question. Sur les alliances d'ailleurs, on a également posé la question des émotions à l'égard des alliances. Union de la gauche, union de les LR et RN. Pareil, le premier mot qui arrive spontanément à l'esprit, c'est la honte. Donc c'est quand même, vous voyez, on sent bien quand même que ces élections, effectivement, elles sont en rien. Alors, il y a un petit peu de source d'espoir chez les sympathisants RN, qui se disent peut-être qu'effectivement ça pourra changer, et peut-être qu'on pourra faire de la politique autrement. Mais c'est plutôt quand même un saut dans l'inconnu. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, même si on se dit, bon, finalement, on ne les a pas essayés, pourquoi pas, il y a quand même quelques craintes et un besoin aussi d'être rassuré sur finalement qui va vraiment prendre les décisions, comment ça va se passer également avec le président de la République. Cette idée d'instabilité gouvernementale effraie beaucoup les Français, et c'est vrai que l'instabilité, elle est plus incarnée par l'extrême gauche, et notamment avec toute la séquence électorale qu'on a pu avoir depuis les élections législatives, avec cette idée que finalement les députés LFI se montrent extrêmement à la fois impliqués mais très agressifs aussi au sein de l'Assemblée nationale. Ils ont cette crainte effectivement finalement d'émotionnalisation aussi. Les Français n'enregistrent pas du tout l'idée que le nouveau Front populaire, ce sont différents partis dont les socialistes, les écologistes. Pour eux, ça reste très marqué du côté de la France insoumise. C'est très marqué, et en témoigne d'ailleurs le nombre de circonscriptions dans les différentes attributions. Ils ont effectivement le sentiment 40% que ils ont le sentiment quand même qu'ils seront majoritaires au final. Et effectivement, par rapport aux autres députés, ils avaient vraiment le sentiment que les députés LFI se comportaient de façon un peu trop chaotique. Alors, on reviendra et on va commenter ensemble les dynamiques de campagne et les derniers sondages, on va dire, les plus intéressants. Il y a une phrase qui est un peu la phrase du jour, celle qui suscite en tout cas le plus de commentaires, signée Marine Le Pen, évidemment. Vous avez dû en entendre parler dans une interview au Télégramme. Dans l'hypothèse d'une cohabitation Macron-Bardella, on lui demande comment les deux hommes vont-ils s'entendre sur les questions diplomatico-militaires. Et elle répond « Chef des armées pour le président, c'est un titre honorifique puisque c'est le Premier ministre qui tient les cordons de la bourse ». Déclaration qui a provoqué la colère, entre autres, de François Bayrou, qui parle de propos extrêmement graves qui mettent en cause la Constitution. Et donc, il a fallu un peu déminer. Le vice-président du Rassemblement national, Sébastien Chenu, s'est alors justement retranché derrière la Constitution. On l'écoute. Et c'est qui le chef des armées? Vous savez, la Constitution, moi j'ai regardé l'article 15, le chef de l'État est le chef des armées, le Premier ministre, il a la maîtrise de la politique de la défense avec, j'allais dire, un veto budgétaire. C'est-à-dire que c'est le Premier ministre qui engage les crédits, c'est le Premier ministre qui signe les autorisations de crédit lorsqu'il y a des opérations militaires, et dans la Constitution, les choses sont bien claires. Est-ce que le pouvoir budgétaire, il faut l'entendre aussi comme stopper les budgets pour l'envoi d'armes en Ukraine? En tous les cas, comme celui qui peut mettre une ligne rouge ou des limites à un président qui semble ne pas en avoir. Forcément, je me tourne d'abord vers vous, Anne-Charlène Bézina. Chef des armées, c'est un titre honorifique pour le président de la République? Absolument pas. Ça n'est pas un titre honorifique. On ne peut pas considérer que le général de Gaulle, qui avait tellement peur d'inaugurer des chrysanthèmes quand on le lit dans le texte, ait pu tolérer cela. Et c'est pour ça que l'article 15 ménage bien cette fonction de chef des armées, qui a ensuite évidemment une existence concrète dans le Code de la Défense, qui nous dit bien que toutes les commissions, comités qui peuvent exister en matière de défense, d'envoi d'armes, d'affaires étrangères sensibles, transitent évidemment par l'Élysée. Sauf que cet article 15 n'est pas un pouvoir propre, c'est-à-dire que les décisions qui émanent du président à la suite de la sortie, par exemple, de ces conseils, doivent être contresignées par
le Premier ministre ou le ministre de la Défense. Et donc, en réalité, on dirait que notre Constitution a tout conçu comme une synergie, puisque la décision d'envoi des armes, par exemple, émanerait du président, mais un comité interministériel de l'envoi d'armes et de la stratégie appartient à Matignon, qui doit ensuite passer par le ministère de la Défense et des Armées avant d'arriver en termes opérationnels. Donc, ce qui est sûr, c'est que le fait d'être chef des armées... Donc un Jordan Bardella pourrait mettre son veto à l'envoi de certains types d'armes à l'Ukraine, par exemple. À mon sens, chacun campera sur ses positions constitutionnelles et on aura sûrement une période de fixation, de dureté un petit peu dans la lecture du texte qui, comme dans toutes les cohabitations, au bout de quelques mois, va nécessairement s'assouplir puisque tout est fait pour que les institutions arrivent à travailler ensemble. Donc si on veut éviter le blocage et la capacité de veto des uns et des autres, il va évidemment falloir trouver du consensus sur le plan budgétaire. C'est pas le Premier ministre qui peut couper les crédits, c'est l'Assemblée nationale et encore une fois... Je ne rentre pas dans les détails de la LOLF, mais il y a toujours des moments où l'exécutif peut reprendre la main et trouver des fonds en enlevant d'autres. Donc le président sera loin d'être dépourvu. Il y a des précédents, Jean Garry, dans notre histoire, des histoires de cohabitation, où effectivement, notamment sur l'envoi de troupes à l'étranger, il y a eu bras de fer. Je me souviens, je crois, entre Jacques Chirac et Lionel Jospin, par exemple. Ça a existé. Je reprends à propos de l'histoire, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce qui était dit tout à l'heure, que ça soit en 58 ou en 81, vous avez une immense espérance, quelque chose qui fait basculer et qui montre qu'à l'époque, vous avez un peu d'angoisse, mais vous avez surtout quelque chose qui domine tout ça, comme pour le Front populaire. C'est le moment, voilà. Bon, on avance, on avance. Alors, sur les périodes de cohabitation, chef des armées, le Premier ministre dispose des forces armées, il peut en passer par l'Assemblée pour essayer de contrecarrer ce qu'on appelle le domaine réservé. Il faut en parler, ça existe. C'est une pratique qui est née sous le général de Gaulle, qui avait été théorisée d'ailleurs par Jacques Chaban-Delmas à l'époque, qui était à l'époque président de l'Assemblée nationale, qui fait que, a priori, il y a un domaine comme ça, qui concerne les affaires étrangères et la défense, qui est un privilège du président de la République. C'est pas écrit noir sur blanc. C'est pas écrit noir sur blanc. C'est une interprétation, c'est une pratique, mais pas que de Jacques Chaban-Delmas, parce que tous les présidents qui ont suivi l'ont pratiqué. Mais cela dit, ce qu'on voit dans les périodes de cohabitation, c'est que finalement, hormis certaines périodes de crise, hormis les premières phases de la cohabitation entre François Mitterrand et Jacques Chirac, la présence de Jacques Chirac à des sommets internationaux qui ont posé problème. Jacques Chirac a fait sa petite crise d'ego et c'est rentré dans l'ordre. Mais fondamentalement, dans les trois périodes de cohabitation, les deux pôles de l'exécutif étaient plutôt d'accord sur l'essentiel, en réalité. Oui, là, ce sera, si ça arrive, voilà. Mais pas encore, ce sera d'un autre ordre. Là, ce sera d'un autre ordre. D'ailleurs, quand la cohabitation de velours entre Mitterrand et Balladur a dérapé en 1994, c'est parce qu'Édouard Balladur avait fait une interview dans Le Monde où il parlait, dans Le Figaro, pardon, il parlait de notre politique étrangère. Ça n'a pas plu du tout à François Mitterrand, et c'est à partir de là que les choses se sont gâtées. Oui, je m'interrogeais donc sur les conséquences qu'on peut imaginer, alors qu'on est effectivement dans un contexte tout différent, avec la guerre qui est revenue en Europe. Voilà, qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait se passer alors qu'on a vu une différence entre ce que vote le Rassemblement national et puis ce qu'il dit dans les médias sur son soutien à l'Ukraine? Moi, je crois que le président jouera au maximum son rôle et je pense qu'il surinterprétera précisément cette notion de domaine réservé. Je ne suis pas sûre que le Rassemblement national ait tout intérêt à être complètement dans l'opposition. À partir du moment où on parle d'un État à l'international, on engage quand même non seulement sa responsabilité mais son image. Donc, à mon avis, ce sont des choses qui amèneront forcément les pouvoirs à coopter. Ça se pose sur l'Ukraine et donc sur l'Europe. Là, en ce moment, il y a un sommet européen. Emmanuel Macron est à Bruxelles, sans doute affaibli par la situation politique, mais on se demande comment la France pourra parler d'une seule voix et avec deux conceptions de l'Europe aussi antagonistes, peut-être Jean Garry. Oui, mais d'autant il faut bien voir qu'aux yeux de la communauté internationale, et notamment aux yeux de la Commission européenne et des pays européens, hormis éventuellement la Hongrie et d'autres, c'est quand même la ligne qu'incarne Emmanuel Macron est une ligne, je veux dire, qui s'inscrit dans une continuité internationale. Il peut y avoir des critiques. Et je pense qu'il serait de l'intérêt d'un Jordan Bardella, hypothétiquement Premier ministre, de ne pas justement trop perturber cette ligne.
par rapport aux Français d'une part, par rapport à l'environnement international. Donc moi je ne m'attends pas à quelque chose où on se d'un affrontement frontal. On l'a dit, ce serait une forme de cohabitation différente, mais Laure Salvin, est-ce que les Français ont gardé de bons souvenirs des précédentes cohabitations finalement? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Plutôt oui, en fait. Oui, parce que ça pousse au compromis, ça pousse aussi à la négociation. C'est ce que avaient presque souhaité, j'ai envie de dire, les Français en 2022, quand ils avaient finalement non pas donné une majorité absolue à Emmanuel Macron, mais une majorité relative. Quand on faisait à ce moment-là des études d'opinion, les Français nous disaient nous, on a envie, effectivement, que différents partis politiques discutent entre eux, etc. Et donc, ces périodes de cohabitation, elles permettent justement à la fois des compromis, mais aussi quelque part une façon de gouverner différemment, avec certains points de vue, comme vous le disiez, qui doivent rester effectivement très alignés avec la politique, notamment du président. Mais enfin bon, voilà, non, c'est plutôt... Et quand les Français d'ailleurs parlent d'espoir, il y a peut-être cette idée-là aussi. Tiens, peut-être qu'on fera, que ce soit d'ailleurs avec le Nouveau Front Populaire ou le RN, peut-être qu'on fera de la politique aussi différemment. Et alors, on s'est amusé, Tam, parce qu'on parle 2022, l'hypothèse, les Français qui souhaitaient peut-être une cohabitation, avec qui peut-être un accord avec le parti LR. On va se faire un petit exercice de politique fiction, de l'Uchronie, comme on dit savamment. Et si LR s'était allié avec la Macronie? Sans doute qu'on n'en serait pas là. En tout cas, l'hypothèse, elle a été très longtemps sur la table. Gérard Larcher ou bien une autre personnalité de la droite, Premier ministre, ça a été un scénario plausible pour permettre au gouvernement de sortir des ornières de la majorité relative, car oui, les LR sous ce deuxième quinquennat étaient les seuls interlocuteurs possibles. Une hypothèse qui, à l'heure actuelle, eh bien, il faut bien le dire, n'est plus. Car quand on pose la question à Gérard Larcher, c'était ce matin dans Le Parisien, la question c'était « Éric Ciotti dit que vous avez négocié avec la majorité ». Et voilà ce qu'il répond. Tout cela pourrait faire sourire si ce n'était pas, de sa part, une tentative de faire absoudre sa trahison. Voilà, dans le vaudeville de LR, voilà donc Gérard Larcher dans le rôle de la femme trompée, Éric Ciotti, le mari volage, qui a donc quitté la maison, mais qui auparavant l'accuse d'avoir outrageusement flirté avec son pire ennemi. Alors la pièce de théâtre, bien sûr, ferait sourire si c'était juste une crise de couple sur scène, mais là donc cela a abouti à une crise politique et institutionnelle inédite, dont le cadre n'est donc pas la chambre à coucher, mais bien la France. Pourquoi cette alliance n'a pas abouti? Parce que même si sur le papier c'était la seule alliance possible, dans les faits, elle n'a enthousiasmé absolument personne. Emmanuel Macron n'a jamais tendu la main de façon franche et claire. Il attendait que LR vienne à lui. Or, LR était déjà empêtré dans ses 50 nuances de bleu, des sénateurs pas sur la même ligne que les députés, des députés éparpillés entre différentes chapelles. On a vu les résultats sur les projets de loi retraite ou encore immigration. Ensuite, parce que c'était jamais le bon moment, a fortiori ces derniers mois en pleine campagne des européennes. Rien de mieux que ce type d'alliance pour que les candidats comme les électeurs soient complètement paumés. Enfin, c'est ce que nous a confié un parlementaire bien informé, parce que certains LR étaient prêts à l'alliance, mais ils attendaient une occasion bien précise. Cette occasion, c'était une motion de censure pendant l'automne budgétaire qui pouvait ainsi acculer le gouvernement. Hypothèse d'ailleurs évoquée par Gérard Larcher dans la Tribune dimanche au mois de mai. Voilà ce qu'il disait. La décision d'une censure appartient aux députés, mais si la trajectoire pour 2025 ressemble à celle qui nous a été proposée en 2024, je ne vois pas comment on pourra l'accepter. Alors, dans un tel scénario, les LR auraient pu, magnanimes, tendre la main pour sortir de la crise, infléchir l'alliance en leur faveur, et ils auraient été les sauveurs de situations désespérées. Et évidemment, ça n'est plus possible maintenant. Eh ben non. Pas au moment de la dissolution. Emmanuel Macron espérait encore que ça pourrait tourner en sa faveur, et encore moins depuis l'implosion de LR, car si ceux qui ont rejoint Éric Ciotti officiellement sont très peu nombreux, il ne sera sans doute pas si difficile d'en débaucher d'autres s'il manque quelques sièges au RN pour avoir la majorité absolue. Une mauvaise langue m'a d'ailleurs dit aujourd'hui qu'il voyait bien François-Xavier Bellamy avec un Marocain ministériel dans un tel scénario. François-Xavier Bellamy, rappelez-vous, qui a dit qu'il voterait sans hésiter Rassemblement national au deuxième tour face à la gauche. En attendant, en tout cas, eh bien, les LR sont en mode survie. On voit ceux qui quittent le bateau qui coule, comme Aurélien Pradier. Hier, sur ce plateau, le premier vice-président du Sénat, Mathieu Darnaud, était fataliste. Il nous disait « les partis se créent, les partis meurent. C'est les idées qui demeurent, les idées qui restent ».
Petit rappel, il y a 2 ans, en 2022, Gérard Larcher avait été interrogé sur une alliance possible avec la Macronie. Il avait déclaré « S'allier, c'est se diluer, c'est disparaître, c'est ne plus avoir d'identité ». Mais aujourd'hui, pour LR, l'indépendance est plutôt synonyme d'isolement. C'est un euphémisme, alors il pèse 7%. Certains disent que sans alliance, c'est de toute façon l'ensemble du bloc central qui va rétrécir. Ceux qui ne vont pas s'organiser vont mourir, m'ont-ils confié. Donc on verra bien ce qu'ils décideront après le 7 juillet. Merci Tam. Pour filer la métaphore médicale, on pourrait dire, Anne-Charlène Bézina, que le parti LR est en soins intensifs, pas tout à fait mort, c'est ça ? Je ne sais pas où il en est des stades de la loi Leonetti, vous avez raison, mais... ça s'est interrompu. Moi, je rejoins les 50 nuances de bleu, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait longtemps que le Parti des Républicains n'avait plus vraiment de cohérence. On l'avait vu avec la loi immigration ici même, c'est-à-dire qu'on avait vraiment plusieurs chapelles de LR. Au fond, oui, les partis meurent, les partis se recréent. Il serait peut-être temps que le Parti LR meure, justement, et qu'on sache un petit peu quel renouveau peut être possible, même un nouveau cycle, un nouveau nom. On sait que souvent, ce nouveau souffle est important, notamment en prévision des présidentielles de 2027. Mais je n'exclus pas, en fonction du résultat des urnes, même pour une majorité absolue d'un bord de droite, qu'un projet centriste à long terme soit peut-être rendu nécessaire par une difficulté de gouvernance. La vérité, c'est qu'on a dit que les Français n'avaient pas trop de mal avec la cohabitation parce qu'elle amène à nuancer les positions. Donc précisément, si on a un gouvernement qui vient plutôt d'un des extrêmes de l'échiquier, je pense qu'il sera sûrement un petit peu comme le cuir, vous le savez, patiné par la pratique, et que ça peut amener à ce que le centre et les LR aient un rôle à jouer. Ouais, on parle d'un électorat déboussolé. Alors Salvin, l'électorat LR, c'est certainement le plus déboussolé à l'heure où on parle. Oui, c'est dingue, alors qu'en fait, l'électorat LR, traditionnellement, c'est un électorat très solide, très sûr de ses choix, certain d'aller voter, très mobilisé aussi pour chaque élection. Et là, effectivement, quand on regarde les chiffres, on voit que ce sont ceux qui sont le moins sûrs de leur choix aujourd'hui. Ils hésitent encore à s'abstenir déjà, à aller voter peut-être pour un autre parti que les Républicains. Ils sont également pas sûrs et certains d'aller voter. Ils sont un peu paumés, en fait. Hein. Est-ce qu'ils faisaient barrage au RN en 2022 ? Est-ce qu'ils étaient dans cet état d'esprit ou pas forcément ? Pas forcément, parce qu'il se posait déjà la question de savoir s'il ne fallait pas faire quelques alliances, alors pas au niveau global, mais en tout cas des alliances locales. Et d'ailleurs, les sympathisants, les Républicains, étaient plutôt pour. Ils étaient plutôt pour des alliances circonstancielles. Pas globales, mais circonstancielles avec le RN. Et puis, il y a un autre élément, c'est que ces dernières années, le Renaissance a vraiment siphonné le LR, en prenant des grosses prises, en les nommant ministres, etc. Donc, l'alliance, en fait, effectivement, depuis déjà plusieurs mois, était absolument impossible, en fait. On parle du parti LR. Il faut quand même évoquer aussi les partisans d'Éric Ciotti, et ce sont ceux qui se sont ralliés au Rassemblement national. Et là, Jean Garrigue, ça peut être intéressant de voir que ils vont peut-être avoir un rôle important, finalement, à l'Assemblée dans 15 jours. Quoi. Majeur, puisque si on se réfère aux projections d'aujourd'hui, il est vraisemblable que si l'alliance RN-LR remporte la majorité absolue... Alors moi, je ne dis pas ça, je dis alliance RN-ciotiste. Vous avez raison, mais vous avez tout à fait raison, parce que si on regarde un peu l'histoire de cette famille politique, ce que représente Éric Ciotti, ce n'est plus l'histoire de son parti politique. Et à contrario, ceux qui restent aujourd'hui, Gérard Larcher, Retailleau et les autres, ça c'est l'histoire des Républicains. Mais donc cette partie ciotiste, elle pourrait faire le nombre, en quelque sorte. C'est elle qui va assurer cet événement historique que serait l'arrivée au pouvoir à Matignon d'un représentant de l'extrême droite en France. C'est une responsabilité que peut-être on ne mesure pas encore aujourd'hui, qui peut-être était dans les sous-entendus d'Emmanuel Macron quand il a fait cette dissolution, mettre les LR au pied du mur, mais manifestement, on en est là. Oui. Et ce qui veut dire que, comme le dit Anne-Charlène, il est très vraisemblable que les Républicains, en tant que ce parti qui existe aujourd'hui, va exploser et va se transformer en autre chose. Et effectivement, la cohérence, y compris programmatique et idéologique, ce serait qu'on voit surgir après ces élections une nouvelle alliance. L'alliance, contrairement à ce que dit Gérard Larcher, ce n'est pas toujours quelque chose qui est négatif, puisque pendant des décennies, l'UDF était allié avec le RPR. Donc, une nouvelle alliance dans laquelle, de manière fort logique, la droite libérale, conservatrice, pourrait s'allier à un centre-droit que représenterait un Édouard Philippe, par exemple.
Alors il y a une autre hypothèse, si le 7 juillet au soir aucune majorité ne se dégage clairement, l'hypothèse qu'Emmanuel Macron nomme un gouvernement technique. On va en parler tout de suite avec Steve Jourdain. Bonsoir Steve, bienvenue dans ce Sens Public. Gouvernement technique, avant d'entrer dans les détails, pourquoi cette idée émerge aujourd'hui? Alors on rappelle Thomas que c'est le chef de l'État qui a le pouvoir de nommer son Premier ministre. C'est un pouvoir qui n'appartient qu'à lui, c'est un pouvoir propre. Il est prévu à l'article 8 de la Constitution. En général, le chef de l'État nomme un Premier ministre issu de sa majorité parlementaire, qui n'est pas forcément... qui nomme la majorité qui n'est pas forcément la sienne, c'est ça? Parlementaire qui n'est pas forcément la sienne, notamment en cas de cohabitation. Le problème, c'est que si aucune majorité absolue ne se dégage le 7 juillet au soir, l'éventuel futur gouvernement risque d'être soumis à la censure des oppositions. Des motions pourraient être déposées par l'un des 3 blocs présents à l'Assemblée nationale. Le pays deviendrait alors ingouvernable. Pour éviter ça, le scénario d'un gouvernement technique fait donc son chemin. C'est quoi? De quoi on parle? Alors c'est un gouvernement d'experts. Thomas, dans cette hypothèse, Emmanuel Macron nommerait un Premier ministre qui ferait consensus auprès des différentes forces politiques de l'Assemblée, lequel Premier ministre désignerait alors des ministres sans réelle couleur politique, par exemple des hauts fonctionnaires ou des experts de la société civile, selon le constitutionnaliste Benjamin Morel, que vous connaissez un peu, je crois, Thomas. Un tel gouvernement serait chargé d'expédier les affaires courantes dans l'attente d'une nouvelle dissolution possible à partir de juillet 2025 ou d'une nouvelle élection présidentielle. Il ne faudra pas s'attendre en tout cas à de très grandes réformes. L'avantage d'un tel scénario, c'est qu'il permettrait que la France soit gouvernée pendant les JO, mais aussi que le budget de l'année 2025 soit adopté par le Parlement. Loi de finances attendue pour l'automne, Thomas. Est-ce qu'on a déjà connu un tel scénario en France? Non, ça serait une première. Jamais un tel cas de figure ne s'est présenté chez nos voisins italiens. En revanche, ça s'est produit à 4 reprises dans l'histoire récente. Dernier exemple en date, en pleine crise sanitaire, l'ancien président de la BCE, qu'on voit ici, Mario Draghi, avait été sollicité pour prendre la tête d'un gouvernement d'unité nationale. Il avait obtenu le soutien de la quasi-totalité du Parlement. Ça avait permis de rassurer les marchés financiers. L'expérience a duré 1 an et demi entre février 2021, c'est pas la bonne infographie, entre février 2021 et octobre 2022. Le gouvernement Draghi est tombé à la suite du refus d'une formation politique de renouveler sa confiance dans le cabinet d'unité nationale. De nouvelles élections anticipées ont dû être organisées dans la foulée. Le scrutin a été remporté par l'actuel chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni. Merci beaucoup Steve Jourdain. Gouvernement technique, je veux bien vous entendre là-dessus. Anne-Charlène Bizet, alors je vais reprendre ce que vient de nous dire Steve, parce que Emmanuel Macron nommerait un Premier ministre qui ferait consensus auprès des différentes forces politiques de l'Assemblée. Déjà, j'ai envie de dire bon courage. Bon courage, voilà. En effet, et il faut bien rappeler... mon collègue Benjamin nous dit que cette hypothèse est envisageable. À partir du moment où on a une majorité relative, mais j'oserais même dire une majorité relativement relative, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait peu de sièges pour qu'on considère que l'instabilité gouvernementale serait telle que les 3 blocs seraient en réalité un petit peu à égalité de légitimité représentative. Et ça, à mon sens, aller expliquer à Elisabeth Borne lorsqu'elle a été investie en 2022 qu'elle doit aller d'un gouvernement du LFI au RN parce qu'elle a une majorité trop courte. Vous voyez, la majorité relative n'est pas forcément synonyme de gouvernement technique, ça, il faut le dire. Donc le gouvernement technique, oui, dans une hypothèse vraiment particulière, et encore une fois... On a essayé quand même depuis assez longtemps ce qu'on a appelé les ministres issus de la société civile, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît le monde du livre à la culture, quelqu'un qui connaît le monde de la santé à la santé. Et pour autant, ça n'a pas forcément fait perdre au gouvernement son étiquette techno. Et on l'a vu d'ailleurs à l'international, ça ne marche pas forcément ces gouvernements techniques. Donc ce qu'il faut trouver, c'est un gouvernement du consensus. Et là, je vais laisser la parole à l'agent, mais notre histoire nous en a proposé des gouvernements. La 4e République, par exemple. Mais c'était des gouvernements de large union et qui étaient, effectivement alors, de troisième force. C'est-à-dire que la troisième force, ça pourrait avoir sa justification aujourd'hui aussi. Parce qu'on pourrait considérer qu'il y a d'un côté LFI, je mets le reste de la coalition du Nouveau Front Populaire à part, et de l'autre côté, le Rassemblement National. Mais c'est assez drôle parce qu'en réalité, cette idée du ministère technicien, c'était une idée du général de Gaulle. En fait, le général de Gaulle voulait sortir les ministères du Parlement. Il ne voulait d'ailleurs pas qu'ils soient issus du Parlement. Et le premier gouvernement de Michel Debré, au tout début de la Ve République, c'est un gouvernement dans lequel vous avez énormément de techniciens. Wilfried Baumgartner aux finances, par exemple, Pierre Messmer à la défense,
Maurice Couve de Murville aux affaires étrangères, c'était des gens qui avaient une expertise dans le domaine diplomatique, dans le domaine de l'armée, dans le domaine financier, économique, mais qui n'étaient pas véritablement des politiques. Ils le sont devenus. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Aujourd'hui, ils sont estampillés gaullistes. Ils sont estampillés gaullistes. Oui. Mais à l'origine, c'était des techniciens. C'est l'esprit, c'est paradoxal, mais l'esprit de la 5e, tel que De Gaulle le voyait, c'était plus d'être à l'écart des partis, au-dessus des partis, et donc d'avoir des ministres de ce type. Est-ce que c'est réalisable aujourd'hui? Ça, c'est une autre affaire. Allez, on commente les derniers sondages et on se pose la question des dynamiques, lequel des 3 blocs est porté par une éventuelle dynamique. Gabriel Attal, lui, il veut y croire. Il affirme que le dynamisme porte son bloc central. Nous sommes le bloc le plus en dynamique dans cette campagne. Il y a un peu plus de 2 semaines, on était à 14%. Aujourd'hui, on est à 21 ou 22% selon les sondages, c'est-à-dire 7 ou 8 points de plus. On est les seuls à avoir une telle progression. Pourquoi? Parce que partout sur le terrain, on le voit, il y a des Français qui ne veulent pas livrer notre pays aux extrêmes. Alors Laure Salma, évidemment, je me tourne vers vous parce que 14%, en fait, on a cherché, c'est le score des européennes. Oui, c'est pas un premier sondage sur ces législatives. Donc déjà, bon, le raisonnement est un peu biaisé. S'il y a une dynamique, ou alors peut-être qu'on est d'ailleurs dans une espèce de stabilité, s'il y a une dynamique, qui porte-t-elle? Il y a une dynamique aux 2 extrêmes, alors même si le nouveau Front populaire n'est pas tout à fait complètement à l'extrême, mais la dynamique qu'on voit, effectivement, c'est le RN qui continue à grimper, à monter, alors petit à petit, parce qu'il a commencé plutôt à 33 et là on est plutôt à 35, et le nouveau Front populaire de gauche aussi qui continue à monter, sachant que du côté du nouveau Front populaire de gauche, ce sont quand même des électeurs qui très souvent peuvent s'abstenir et au dernier moment. C'est-à-dire exprimer une intention de vote quand on regarde des panels qu'on suit, si vous voulez, constante du début jusqu'à la fin du panel, et puis à la fin ils ont dit en fait il m'est arrivé un truc, j'ai pas pu aller voter. C'est un électorat un peu plus versatile. C'est un peu plus versatile, un peu plus, un petit peu moins impliqué que l'électorat notamment RN et que l'électorat macroniste traditionnel aussi. Donc effectivement, si dynamique il y a, mais elles sont petites parce qu'on a commencé très vite et très tôt avec des positions assez hautes, côté Nouveau Front populaire et côté RN. Elles sont plutôt de ce côté-là, plutôt que du côté de la majorité présidentielle, où aujourd'hui, effectivement, non, on ne peut pas dire, on est plutôt sur un encéphalogramme plat plutôt qu'une dynamique claire. Un sondage, une enquête qui est intéressante, puisqu'elle porte elle a été réalisée auprès de 12 000 personnes, Ipsos, Fondation Jean Jaurès, CEVIPOF, Institut Montaigne pour Le Monde, qui donne le Rassemblement national et ses alliés. Les ciotistes à l'intérieur, 36% d'intention de vote, 29% pour le Nouveau Front populaire, 19,5% pour le camp présidentiel. Ce qui se profile à l'horizon, Anne-Charlène Bézina, à partir de lundi, ça va être vraiment intéressant de voir d'éventuelles alliances se dessiner. Parce que là, on parle, et on l'a fait ici, beaucoup du Nini, qui est un peu, pour l'instant, la consigne du camp macroniste, du camp présidentiel. Mais qu'est-ce qui peut se passer entre lundi, mardi, mercredi là? Alors, c'est vrai qu'on entend parler du Nini comme d'une consigne de vote. Et en fait, les électeurs sont un peu rétifs à cela, parce qu'ils ont le sentiment que c'est une consigne qui s'adresse à eux. Or, c'est plutôt une consigne qui va s'adresser aux futurs candidats qui se trouveront peut-être 3e, parce qu'il faut expliquer que nous avons un scrutin majoritaire à 2 tours, c'est-à-dire déjà, on élit de l'uninominal, donc des personnalités, et à une majorité, c'est-à-dire que le gagnant emporte le siège, mais on aura un seuil de 12,5% pour se maintenir au second tour. Ce seuil de 12,5%, c'est un seuil de 12,5% des inscrits. Donc en fonction de la participation, eh bien, il sera plus ou moins facile de le remplir. Et c'est pour ça que beaucoup de triangulaires vont sûrement exister, c'est-à-dire un 3e parti qui pourra prétendre au second tour. Mais y aura-t-il intérêt? C'est ça la grande question qu'il faudra se poser, c'est qu'en fait on aura 48 heures entre lundi et mercredi, où j'imagine que beaucoup de députés ne dormiront absolument pas, pour arriver à savoir s'il est intéressant de se désister et au profit de qui. Peut-être que ces tractations-là, en fait, seront très localisées, ça il faut vraiment le dire, et que les uns au profit des autres pourraient essayer de dessiner des dynamiques qui ensuite auront
tout un impact sur la gouvernance au sein de l'Assemblée nationale. Donc c'est pas en fait une vraie petite élection au sein de l'élection se jouera entre lundi et mercredi. Alors nous on a décidé, on l'a fait le premier jour, le lundi soir, de montrer des projections en siège. Et puis depuis, bon, on s'est dit, bon, on va peut-être pas y aller parce que pour toutes ces raisons-là, c'est beaucoup trop hypothétique. En fait, oui, c'est ça. C'est même pas. En fait, ça n'a pas de sens. C'est surtout que les projections en siège aujourd'hui, tant qu'on n'a pas le résultat à la fois du premier tour, mais surtout des potentielles alliances, sachant qu'effectivement, vous avez tout à fait raison de le souligner, ça va être surtout des alliances locales. C'est-à-dire que les consignes nationales vont pas forcément ou pas énormément peser. Non, et les consignes nationales, elles s'adressent aux candidats locaux et pas. Les électeurs, ils se sentent libres de leur vote aujourd'hui. Voilà. Donc effectivement, les projections. Donc moi, je ne pourrais absolument pas dire aujourd'hui à quoi va ressembler l'Assemblée nationale, parce que justement, on ne sait absolument pas qui va se désister, qui va s'allier, etc. Et c'est plutôt très hasardeux de le faire. Ça donne une tendance. Et en gros, la tendance, c'est la même que les intentions de vote de premier tour. En fait, on réplique deux résultats. Jean Garrigue, cette consigne, qui n'en est pas une, enfin, ou cette ligne de Nini au sein de la majorité présidentielle, elle est pas mal critiquée, notamment au sein du Nouveau Front Populaire. Il y a une logique qui est de garder son électorat mobilisé jusqu'au premier tour, à minima. Oui. Est-ce qu'on peut dire ça? Parce que sinon, on se place dans l'hypothèse où on ne sera pas en état d'être élu. Bien sûr, on ne peut pas accepter ce qui est l'inéluctable, c'est-à-dire cette rétraction de la majorité dite présidentielle, qui ne sera plus une majorité. Mais en tout cas, il faut rester dans la course, il faut rester là. Et donc, le Nini. Et on voit à quel point, déjà, sur le terrain des consignes de vote, on est en plein trouble. Parce que... Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Oui, on voit bien que certains veulent pratiquer le Nini de manière absolument rigoureuse. Pas de vote ni pour le RN, ni pour le Nouveau Front Populaire. Vous avez aussi toute une partie de la Macronie qui est prête à se désister pour le Nouveau Front Populaire. C'est curieux, du coup, dans ce contexte, qu'il y ait eu cette tribune qui a été signée avant le premier tour, où les uns et les autres appellent déjà au désistement. C'est un peu anti-élection. Oui, c'est anti-intuitif, contre-intuitif, je dirais. Ce qui est intéressant, c'est quand même ce qu'il faudra voir, et c'est pour ça que c'est 577 élections. Juste une phrase, c'est que ce qui est intéressant, ce sera quand même quel sera le candidat du Nouveau Front Populaire. Parce qu'il est évident que le désistement se entre fera d'un côté plus difficilement si c'est la France insoumise et les autres, il y aura une grande différence pour les électeurs macronistes. Ça me paraît évident. Oui. Et on peut même dire au sein de l'EFI, mélanchoniste ou pas. Mélanchoniste, les électeurs sont suffisamment avertis pour faire la différence. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on parle quand même de cette campagne de Jordan Bardella. Peut-être pour commencer avec vous, Laure Salvin. Bon, il est jeune, il est assez inexpérimenté, hein, on est bien obligé de le dire. Et alors là, c'est mon jugement imprécis sur pas mal de dossiers, mais il plaît, et il plaît de plus en plus. Comment vous l'analysez, ça ? Oui, et puis je pense que c'est la particularité de Jordan Bardella, c'est qu'il plaît à peu près à tout le monde. C'est, on peut dire, comme un candidat attrape-tout. Vous voyez, il est tellement lisse qu'on va pouvoir projeter sur lui ce qu'on veut. Il a un côté très consensuel aussi. Il parle beaucoup de respectabilité, dans le dernier débat notamment. Respectabilité, respect, responsabilité aussi. Ce sont des notions qui plaisent beaucoup aux Français aujourd'hui. Il parle aussi d'ordre, de sécurité. Et puis, il fait effectivement des priorités des Français aujourd'hui. Eh bien, ses priorités à lui. Donc il y a quand même un écho entre ce que ressent l'opinion aujourd'hui et ce que Jordan Bardella peut exprimer. Après, il faut quand même dire aussi que Marine Le Pen a préparé le terrain depuis des années quand même. Il n'arrive pas là par hasard. Il arrive sur un terrain qui est plus favorable. Avec un score de Marine Le Pen qui a progressé lors des 2 élections présidentielles. Donc effectivement, le terrain est absolument. Et je dirais que c'est peut-être pas un expert, justement, c'est un formidable politique. Il sent bien les choses, il sent bien l'état de la population, il sent l'état d'esprit des citoyens. Et quand on parlait tout à l'heure justement de gouvernement technique, je pense que quand on pense finalement
finalement à ce souhait de la part de la population de réenchanter un peu la politique, de pouvoir y croire. Réenchanter, c'est pas forcément des paillettes, hein, c'est y croire en l'avenir, etc. Il pourrait y avoir justement ce sentiment qu'avec Jordan Bardella, même s'il est jeune, même s'il n'est pas expérimenté, il saura s'entourer, et je crois que c'est ce qu'il essaie de faire et de véhiculer dans cette campagne éclair, c'est l'idée qu'il ne gouvernera pas seul. Oui. Un mot là-dessus, pour conclure. Jean Garrigue, il y a aussi une part de stratégie de Marine Le Pen qu'on doit saluer, d'avoir su mettre Jordan Bardella en avant. Complètement, parce qu'il est la quintessence à la fois de la normalisation, dédiabolisation, la stratégie de la cravate, dont on a déjà parlé pour le RN, et de la régénération par précisément, quelqu'un qui est jeune, qui incarne la nouveauté. Or, c'était tout le pari de Marine Le Pen. Et qui ne s'appelle pas Le Pen. Et qui ne s'appelle pas Le Pen. C'est important de le dire. C'était tout le pari, c'était d'incarner un nouveau Rassemblement national qui n'ait quasiment plus aucun rapport avec celui de Jean-Marie Le Pen. La réalité est tout autre. Mais ils ont réussi cette prouesse communicationnelle de faire incarner l'extrême droite par quelqu'un qui ressemble finalement à ce que pourrait être une droite traditionnelle. Oui, et à force d'être lisse, on pourrait dire coquille vide. Certains vont jusque-là. Alors, Salve, un dernier mot. Juste, oui, un dernier mot. D'ailleurs, quand on interroge des électeurs du Rassemblement national aujourd'hui, notamment les jeunes, ils nous disent, mais on nous répète sans cesse que le parti est né de néofascisme. Mais enfin, quand vous regardez... On les a pas connus. On les a pas connus. Et regardez Jean de Bardella, il est encore moins connu. Donc en fait, il incarne parfaitement effectivement cette nouvelle génération qui n'a rien à voir avec la précédente. On termine là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous. Je rappelle, Jean, le titre de votre livre, Jours heureux quand les Français rêvaient ensemble, aux éditions Payot.